On commence ? Ok. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue pour cette rencontre qui était un peu différente de ce que propose habituellement le festival, puisque c'est de la BD et puis ce sont des gens qui sont plutôt sur d'autres univers que le livre à la base, plutôt sur scène ou alors sur Internet. Et puis même si on verra à la fin qu'ils font aussi beaucoup d'autres choses. Mais je trouvais intéressant de les inviter. C'est la première année où je fais partie du comité de programmation et puis c'est drôle de voir que je les ai rencontrés sur un festival où il y avait plein de monde. Ils se font arrêter dans la rue, des gens font des selfies, etc. C'est assez intense. On peut pas aller manger au restaurant en France sans être dérangé. Et puis là, on se retrouve en très petit comité dans cette salle. Donc c'est intéressant. Ça montre aussi que on essaie de faire entrer d'autres formats de livres ici. Et puis que ça peut prendre un petit peu de temps à convaincre des gens. Donc merci d'être là et puis de nous donner l'espoir de continuer dans cette voie. Merci. Merci. Donc c'est bien pour mon ego, moi, j'adore. Oui, ça lui fait du bien pour ça. C'est bien, ça me fait du bien. Ça lui fait du bien. Du coup, en fait, ça va être assez simple. Je pense que vous avez déjà constaté qu'il n'y a pas forcément besoin de modération pour ces deux parce qu'ils partent tout seuls où ils veulent. Mais je vais quand même essayer de donner une petite direction à cet échange. Je vous dis en deux mots qui ils sont. Alors, Lenny, ici, donc il a 28 ans, il est français. Et puis, c'est un artiste, rappeur, auteur de BD. Donc, c'est lui qui dessine la BD dont on va parler aujourd'hui. Et puis, il avait avant ça déjà une BD qui s'appelle Blédard sur scène. Et qui était chez Michel Lafon, donc ils publient chez Michel Lafon leur BD tous les deux. Et il a travaillé un peu dans la mode avant, et puis maintenant il est 100% artiste, notamment dans un groupe de rap qui s'appelle Marabout, qu'on peut trouver sur Internet. Donc si vraiment on sait plus quoi se dire dans une heure, il peut faire un petit morceau de rap. On verra. Une fois qu'on aura coupé l'enregistrement. Et ensuite John Rachid, qui s'appelle Mohamed, oui. Franco-algérien, 38 ans, ouais. N'est-ce pas ? 38 pas encore, le 12 septembre. Ça, encore 10 jours avant d'être un peu plus vieux. Ok. 37 ans. 37 ans et demi encore. Et puis, je vous dis ça dans une bio, ça paraît un peu bizarre, mais il a été placé en foyer à 7 ans, à Lyon. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle on est là, pour parler de cette BD qui raconte son histoire depuis son placement en foyer jusqu'à qu'il découvre YouTube, parce que c'est ça qui fait qu'on l'arrête partout puis qu'on prend des selfies avec lui. C'est qu'il était parmi les premiers YouTubeurs, si vous connaissez aussi Norman, Cyprien, des gens comme ça. C'est eux qui ont commencé ces vidéos où ils racontent un peu leur quotidien. Alors lui, c'est un peu spécifique parce que c'était pas son quotidien, c'était vraiment des sketchs. Ouais. Des sketchs sur Jean-Claude Van Damme et beaucoup sur le rap, puisque il a fait J'ai mal au rap. Des vidéos, des capsules comme ça qui l'ont rendu assez célèbre dans le YouTube game, puisqu'il en a vanné 2 ou 3. Ouais. Mais il en a aussi encensé 2 ou 3 plus tard, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait pas se permettre d'être que négatif. Bonjour, on vient de doubler le nombre de publics, donc merci. Il y a un ami à moi dans le lot, donc c'est bien. Du coup, merci, on disait juste en intro qu'on essaie d'avoir des rencontres comme ça un peu différentes au Livre sur les quais. C'est pour ça que j'ai invité ces 2 artistes-là, et puis ça fait plaisir qu'il y ait un peu de monde, et on espère qu'on pourra continuer comme ça dans les années qui viennent. Donc je présentais John Rachid juste pour finir. Donc depuis YouTube, il a fait plein de choses, il a tourné dans des téléfilms, il a scénarisé des choses, il a fait des sketchs, il a rencontré plein de monde, il a mis le projet, il vous en parlera un peu à la fin. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse BD que vous avez fait ensemble. Donc il y a 4 tomes d'une BD qui s'appelle Comme on peut. Exact. Parce que la vie, c'est comme on peut, c'est pas comme on veut. Et c'est un peu autour de cette phrase-là qu'on va organiser cet échange, en discutant de la façon dont il a pu, une fois qu'il a été placé en foyer à l'âge de 7 ans, essayer de s'en sortir, rencontrer un petit peu des personnes qui l'ont aidé ou qui l'ont enfoncé pour arriver là où il est aujourd'hui. Et puis on va se demander aussi comment est-ce que Lenny a pu mettre ça en couleur, a pu faire des dessins. Et puis évidemment à la fin, ils sont en dédicace. Si vous voulez aller voir l'objet et puis vous rendre compte de ce que c'est, vous pourrez volontiers vous y rendre. J'arrête un peu de parler, je vais vous donner la parole à vous les gars. Vous m'avez dit que vous aimez bien quand c'est un peu freestyle comme interview, etc. Donc j'ai 2-3 questions un peu dérangeantes, mais on va déjà commencer par une question assez simple. À toi John, pourquoi est-ce que tu as voulu raconter ta vie dans cette BD ? En fait, à un moment c'était la mode de faire des livres de youtubeurs. Donc souvent ils faisaient soit des extensions de leurs sketchs, soit des agendas pas très intéressants, je clash mais c'est vrai. Soit c'était des trucs pas très créatifs, pas très intéressants. Donc j'ai fait partie du lot et on m'a proposé de faire une bande dessinée.
Et j'ai dit, bah, je veux bien, mais moi, le sujet que je vais raconter, ça va pas faire rire tout le monde. C'est pas des sketchs. Et je leur ai dit, moi, je veux raconter mon enfance. Parce que j'avais fait une vidéo sur mon enfance et ça avait bien marché. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de raconter en bande dessinée plus profondément ce que j'avais fait en vidéo. Et Michel Lafon m'a dit, bah oui, grave, on fonce, quoi. C'est un projet génial. Nous, on a envie de crédibiliser un peu plus les BD qu'on fait, parce qu'ils font souvent des BD sur le foot, etc. Machin. Donc on est arrivé avec un sujet très profond et ils nous ont dit go. Et au début, j'étais parti avec un dessinateur de Lyon que j'avais trouvé à Lyon, mais les dessins étaient trop scolaires. C'était, je me rappelle qu'il y a un Hugo tout seul, un youtubeur, je lui avais montré les premières planches et il m'avait dit, mec, on dirait les dessins chez le dentiste pour la prévention des dents. Et j'ai dit, bah attends, il dessine trop bien. Il dessinait bien, attention, aucune offense, hein, mais c'était très scolaire. Il y avait pas de, ça débordait pas et on allait un peu s'ennuyer. Donc quand j'ai montré ça à mon éditrice, elle m'a dit, c'est vrai qu'on peut trouver quelque chose de plus fantaisiste, de plus fort. Et elle m'a présenté de Lenny. Alors elle m'envoie les dessins de Lenny, sans offense encore une fois, et je fais ah ouais mais c'est pas assez réaliste, c'est bizarre, c'est un style quoi. Et pour mon histoire, je sais pas si ça va coller. Et en fait Lenny ce psychopathe, il m'envoie un mail avec, j'avais l'histoire écrite, hein, il m'envoie un mail avec toute l'histoire décortiquée chapitre par chapitre, avec des plans, un tableau Excel pratiquement quoi. Et j'ai fait bah oui c'est un psychopathe, j'adore ces gens-là. Et en fait tout était prêt dans le mail et j'ai dit bah oui je fonce avec lui. Il m'avait fait 2-3 croquis de moi petit et tout, donc ça marchait aussi. Et je me suis dit bah un mec qui en donne autant sur un premier mail, je veux travailler avec lui. Donc on a commencé à bosser ensemble et la suite c'est que on a continué sur 4 tomes alors que c'était prévu que pour un tome à la base. Mais il y avait trop de choses à raconter sur un tome, ça aurait fait une BD, déjà elle fait 300 pages la première et la deuxième, ça aurait fait une BD de 700 pages, de 800 pages, donc on a dit bah on va séparer ça et on finit l'histoire et on clôture et je trouve que la clôture est parfaite. Voilà. John, t'as pas totalement répondu à ma question. C'était quoi? J'ai oublié. Je suis parti trop loin. La base de la question, c'était pourquoi t'as voulu raconter ça. Alors on a compris que ça se faisait, qu'il y a les youtubeurs qui le faisaient. Ouais, t'as voulu parler de quelque chose de plus sincère ou peut-être de. Le foyer, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu t'es dit c'est ça que j'ai envie de raconter? Pourquoi en fait, au début, j'étais très. Quand j'ai commencé sur YouTube, puis même maintenant, hein, je raconte pas trop ma vie privée. J'avais beaucoup de mal à raconter ma vie privée. Alors donc. Je continue à ne pas raconter ma vie privée. Les gens n'ont jamais vu sur mes réseaux ma mère, ma copine. Je suis très privé là-dessus. Mais des expériences d'enfance compliquées, j'ai découvert sur le tard que ça pouvait aider d'autres personnes et ça pouvait te faire grandir artistiquement. Parce que tous les artistes, n'importe quel artiste, va piocher dans son enfance. Peu importe de quelle manière, même dans la musique, dans n'importe quoi, on va toujours piocher dans son enfance. Moi, j'ai une enfance atypique et je me suis dit, en fait, viens, je la partage avec les gens. Comme ça aide des personnes, que ce soit des éducateurs ou des enfants placés encore aujourd'hui. Et je me suis dit, il y a rien de mieux. Moi, mon travail, c'est du partage. Donc, en vrai, c'était juste pour du partage. Et je me rappelle qu'une fois, au tout début de mes vidéos, j'avais commencé depuis 2 ans, j'avais rencontré Kian Kojandi, de Bref. Et je lui avais raconté que j'avais grandi en foyer, machin et tout. Il me fait, mais mec, c'est de ça qu'il faut que tu parles. Il m'avait dit ça il y a très longtemps, il y a peut-être 8-9 ans. Et j'ai fait, ouais, mais moi, j'aime pas trop raconter ma vie et tout. Et finalement, aujourd'hui, je veux bien raconter ma vie si elle aide les gens. Si elle aide et si ça, et surtout si ça met la lumière sur un sujet qu'on connaît très peu. Les foyers, si on n'est pas concerné, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe dans ces milieux-là. Tu te dis ouais, mais moi ça me concerne pas. Donc les enfants qui grandissent dans la galère, tant pis pour eux. J'espère qu'ils s'en sortiront. Mais là maintenant de le voir de l'intérieur et de voir la réussite que ça peut emmener, parce que je rappelle que il y a 60% des gamins placés en foyer qui finissent SDF. C'est énorme. C'est énorme. À la sortie du foyer, c'est un désastre vraiment. Et montrer que finalement tu peux ne pas finir SDF et faire quelque chose de beau, je trouve que c'est important pour motiver les gens, quoi. Comme moi, tous les auteurs qui m'ont motivé, les cinéastes qui m'ont motivé, parce qu'ils ont raconté une partie de leur vie. Là, j'ai répondu. C'est parfait, ouais. On est chaud là, on est sur la même longueur d'onde. Ça, c'est bien. Du coup, Lenny, j'ai une question pour toi maintenant, parce qu'on a parlé de comment lui, Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Comment John raconte sa vie, la raison pour laquelle il a envie de le faire et quelle est la source de ce besoin de se raconter. Mais toi, du coup, tu arrives dans l'histoire à un moment donné particulier, puisque c'est l'éditrice directement qui te met dedans. Tu arrives
Alors d'abord par mail, on l'a compris, pour raconter un petit peu ce que tu pourrais apporter au projet. Mais après, tu le rencontres en vrai, puis il y a cet individu assez volubile et marrant, mais qui est aussi assez pudique, parce que je le connais un peu maintenant. Ouais. Comment est-ce que toi tu fais pour raconter cette vie-là, qui est pas une vie imaginaire, donc tu peux pas non plus trop inventer, trop amener de tes couleurs, de ta plume, passer une vraie vie, mais c'est pas la tienne. Comment tu fais ? En fait, je vais compléter un peu ce que disait John aussi tout à l'heure, c'est que il a envoyé le scénario, et moi quand j'ai vu le scénario pour la première fois, j'avais trouvé ça trop cool, parce que déjà c'est un sujet qui est sous-exploité de ouf, personne ne parle du foyer, et moi je disais à John que je voulais des dessins réels, mais pas réalistes. Ça veut dire qu'il fallait qu'on soit très précis sur l'attitude, sur les persos, pour vraiment faire quelque chose de réel, c'est-à-dire quelque chose que on est dans le foyer. Et donc pour moi, j'ai dû faire un travail aussi sur moi, c'est-à-dire que j'étais devenu John. C'est-à-dire que à partir du moment où il m'avait donné, je suis allé à Lyon, du coup, et il m'a montré là où il habitait, il m'a montré le foyer, il m'a montré les vides, etc. Et donc, je me suis imprégné, je me suis dit voilà, je suis comme ça, je suis en foyer, je suis dans une famille algérienne ils sont 6 dans un F4, dans une conciergerie. Dans une conciergerie. Ok, bah alors maintenant, il faut que mon personnage soit autonome, c'est-à-dire que dans l'idée, on ait l'impression que toutes les décisions qu'il prend dans le livre ou toutes les choses que je lui fais faire soit logique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, c'est pour ça qu'après lui, il avait des impressions que. Ah moi c'était flippant. C'était flippant parce qu'il me disait frère, t'étais avec moi ou genre comment tu sais ça, tu vois. Il m'envoyait des planches que je découvrais après l'avoir écrites. Et j'avais pas écrit toute l'émotion qui va avec et l'endroit, le lieu, et des fois je voyais des planches, je fais mais c'est exactement ça. Ouais. Et si tu veux, parfois il y a des moments, c'était l'histoire de moi en foyer, tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait des moments où je me suis dit en fait quand tu racontes une histoire, c'est plus de te dire voilà si t'étais toi dans cette situation, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'il y aurait un truc là, par exemple dans le tome 4 il ouvre un tupperware, le tupperware il est bloqué, c'est à la con, mais tu vois il y a des trucs comme ça où tu peux te dire comment tu rajoutes du vrai, comment tu rajoutes des petits éléments comme ça un petit peu imparfaits, des moments sur et donc voilà, après ça donnait comme on peut, et je pense que je me suis bien démerdé dans la Johnnytude, tu vois. Ouais, mais il était trop fort, il est trop fort sur les détails comme ça là. Il vient de parler du Tupperware, mais ça parsème le livre de petits moments comme ça où il suit pas une narration claire de là j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il a rajouté à chaque fois plein de petits trucs qui font vivre la BD, et ça c'est son talent d'auteur et pas juste d'illustrateur, c'est son talent d'auteur et de comment il raconte une histoire. Et d'ailleurs je pense, faites l'expérience, c'est que quand vous voyez un bon film qui vous fasse kiffer, vous avez l'impression que les personnages ils bougent par eux-mêmes. T'as pas l'impression qu'il y a un mec qui est en train de tirer les ficelles pour les emmener où ils veulent, un scénariste. T'as l'impression que quand tu vois, je sais pas, Game of Thrones, t'as l'impression que la Targaryen, elle avance toute seule, quoi. Donc elle n'est pas tirée par un scénariste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, là c'était Game of Thrones, mais dans l'idée, c'est ça que j'ai essayé de donner dans le livre, une forme d'autonomie scénaristique, quoi. Ok, puis si on ouvre le livre, c'est extrêmement coloré. Ouais. Il y a même des pages entières qui sont d'une seule couleur avec simplement une phrase au milieu, ou avec des couleurs qui sont très contrastées aussi. Moi, j'ai le sentiment à la lecture que c'est très lié à l'émotion, c'est-à-dire que quand tout va bien, c'est très coloré, il y a des moments, et puis soudain, il y a 3 pages qui s'assombrissent, qui deviennent grises, et puis ça finit avec du noir. Ces émotions-là, est-ce que c'est toi, John, qui lui en a parlé en disant c'est là que j'étais vraiment mal, ou c'est là que j'étais vraiment bien, là il faut que tu mettes de la couleur quand tu arrives par exemple à la campagne? Puisque t'es placé à un moment donné, il y a en famille d'accueil, ouais. En famille d'accueil, c'est très coloré. Il y a les arbres et puis ça contraste vraiment avec la pluie et le côté noir et foncé des autres images. Est-ce que c'est toi qui lui as indiqué ça, ou c'est sa part de créativité? Pas du tout. Moi, je lui ai indiqué le moment, et c'est là où il est fort. C'est que moi, je lui ai indiqué le moment de mon émotion déjà du moment. Ça se passait super bien dans ma famille d'accueil. J'étais bien. C'est un souvenir heureux aujourd'hui quand je repense à la famille d'accueil. Moi, je faisais les foins, j'emmenais les vaches au pré. Donc, c'était un moment un peu lumineux. Et lui, avec son talent de mise en page,
page, et c'est de la mise en scène, hein, c'est comme au cinéma, hein, avec son talent de mise en page et de mise en scène, il a réussi à faire ce jeu de couleurs, ce jeu et de se calquer sur mes émotions, mes vraies émotions en fait. Et donc du coup, quand tu les vois sur le papier, tu te dis, bah voilà, il était comme ça maintenant. C'est pour ça que tu l'as ressenti aussi. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est de lui dire mon état d'esprit au moment où j'ai vécu ça. C'est tout. Et après, il a pris mon état d'esprit, il en a fait de la mise en page. Si tu veux, par exemple, un détail, il n'y a pas de blanc papier dans le livre. Donc c'était un choix que j'ai fait parce que je me suis dit qu'en fait, c'est aussi beaucoup des souvenirs qu'il m'a raconté. Les souvenirs, il y a un côté parfois plein d'émotions, un peu effervescent, on ne sait pas trop où on est. Donc quand tu regardes la BD, si jamais il y a autant de couleurs, en fait, et que la mise en page est de cette manière-là, c'est justement pour montrer à quel point un enfant de foyer peut être aussi à fleur de peau. Donc ça veut dire que émotionnellement, quand il était très heureux, il était très heureux. Quand il était très en colère, il était très en colère. Et moi, je me mets juste, j'essaie juste de traduire toute cette espèce de comment dire, d'effervescence, d'émotion, genre de la charge émotionnelle. Ouais, la charge émotionnelle quoi. Donc, mais quitte à en créer des personnages annexes qui sortent de moi en fait. Comme moi je lui parlais de ma haine et de ma frustration, de ma colère, de machin, et lui il a eu l'idée de vraiment dessiner ma haine et ma colère qui viennent et qui me parlent et qui se fusionnent à un moment et qui deviennent je sais plus ce que c'est. Ouais, la solitude et l'ennui fusionnent pour donner la haine. La haine, ouais, c'est ça. Ma solitude, mon ennui. Moi, je lui ai juste dit, je me sentais seul, je m'ennuyais énormément. Et lui, il en a fait deux persos solitude et ennui, qui commencent à me pousser, me tirer, qui fusionnent et qui créent de la haine. Et c'est exactement ça. Et en fait, ouais, je termine vite là-dessus. Par exemple, ennui. En fait, j'avais dit que c'était son double. Ennui, c'est un personnage qui te dit toujours, tout le temps, des trucs pourris. Que genre il dit par exemple oh mec viens on regarde le mur, viens on regarde le sol, oh mec viens on se tourne les pouces et tout, et du coup bah ça le fait chier parce que putain il s'ennuie vraiment. Et t'as solitude, en fait c'est un personnage qui est toujours accroché à toi, et plus tu t'ennuies, plus t'es seul, plus il grossit, et plus après t'es obligé de le porter sur ton dos. Et la haine, c'est un gars qui est toujours avec toi et qui dit exactement tout ce que t'as envie d'entendre, genre en mode ouais c'est des connards ces mecs là, ouais c'est là c'est des connards. Mais le problème c'est que si tu l'écoutes trop, il commence à se coller un peu trop à toi et il fusionne et il devient toi. Et c'est potentiellement. Ouais, et l'ennui, alors je parle pour les plus jeunes d'entre nous, l'ennui de l'époque, c'est pas, enfin aujourd'hui on s'ennuie plus, on a un iPhone. Donc là c'est l'ennui de foyer. Là c'est l'ennui des années 90. Donc l'ennui où moi j'ai pas d'iPhone, j'ai pas de télé, j'ai pas de console au foyer. J'avais une Game Boy à la fin du foyer, mais au début j'avais pas de console, rien du tout. Donc quand tu t'ennuies vraiment. Donc moi je lisais des livres, c'était le seul moyen. Je pense que s'il y avait des iPhones, j'aurais pas lu le livre. Et donc aujourd'hui l'ennui d'aujourd'hui n'est pas le même ennui que dans les années 90. L'ennui des années 90, c'était vraiment un vrai ennui. Là, quand vous dites, là, je suis désolé, hein, c'est pas pour, je vous adore les jeunes, je vous adore. Mais quand vous vous ennuyez, vous êtes comme ça. Ouais, putain, je me fais chier. Et vous êtes sur le monde internet, vous avez accès au monde. Nous, quand on se faisait chier, c'était vraiment ça. Je me fais chier. Je sais pas quoi faire. Et, voilà. Et pour revenir juste au poids de l'émotion, c'est que moi, qui n'ai pas grandi en foyer, je me devais d'être le plus au taquet sur comment un gamin émotionnellement pouvait se sentir. Donc ça veut dire que les moments durs doivent être durs, les moments énervés doivent être énervés, et je dois être impartial par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis pas là pour donner une opinion d'adulte du genre c'est pas bien d'être énervé, c'est de la bien-pensance. Genre c'est pas bien d'être méchant, vaut mieux être gentil. Non, si t'es méchant, t'as des raisons d'être méchant, et ben on va parler de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, quand il était en colère en foyer, il avait des raisons d'être en colère. Et en même temps, il avait parfois pas de raison d'être en colère. Il était juste dans un état de frustration extrême. Et je devais en parler. Point. Il n'y a pas d'avis là-dessus. C'était comme ça. C'est comme on peut et on fait avec. Ok. Voilà. Question quand même, parce que là, on dirait que tout va bien et que vous êtes dans une fusion totale. Est-ce qu'il y a des moments, John, où tu as reçu une planche, quelque chose, et puis tu t'es dit, mais ça, c'est à côté? Ouais. L'inverse aussi. Ouais. Là, oui, il y a plein de fois où c'était sur le premier tome. Je me rappelle, il y avait 2-3 petites erreurs, mais c'était minime, quoi. Sur les émotions, il n'y a jamais eu d'erreur. C'est vraiment sur les émotions, il s'est jamais trompé. Il s'est trompé sur des prénoms, sur des physiques, sur des lieux peut-être, mais jamais sur les émotions. Donc il y avait eu 2-3 fois. Et comme Lenny travaille beaucoup et vite, des fois il laisse passer des trucs. Donc même quand je lui dis non, c'est pas comme ça, il me le refait avec la même erreur. Donc là, j'avais tendance à m'agacer sur ce genre de choses où je recevais 2 fois la même erreur. Je fais mais mec, je viens de te dire que c'est pas ça.
C'est pas du tout ça. Là, par exemple, pour citer un truc, dans le tome 1, par exemple, il y avait l'histoire de. Ils avaient cambriolé une médiathèque. Donc, ils avaient pris des livres et ils les avaient vendus, essayer de le vendre à la dans foire. Les marchés du livre. Au marché du livre. À Lyon. à Morges. Tu vois. Sur les quais, Walid. Et quand il m'avait raconté l'histoire, j'avais rien compris. Je savais plus si lui, il avait un stand. Ah ouais. Et il avait pas de stand. Enfin, vous regarderez cette planche et vous dites que celle-là, j'avais rien compris à la base à ce que je dessine. Non, en plus, c'est ça, c'est que c'est des génies, les gens comme ça. Donc, ils comprennent pas les trucs simples. C'est très simple. Hein. On prenait des livres. On avait volé des livres dans une médiathèque, enfin dans une MJC, et en fait j'ai ramené les livres et je les ai vendus au marché du livre, donc juste à des vendeurs de livres, donc on leur vendait les livres. Et il y avait que ça. Lui il pensait que j'avais mis un stand et que je me posais avec les vendeurs de livres et je vendais des livres aux gens. C'est pas du tout ça. Après, il me disait aussi, ouais, est-ce que tu peux mettre le fils de machin, lui, il était brun alors qu'il était blond. Après, je le remets blond sur des pages parce que j'ai oublié qu'il était brun. Enfin, ouais, des trucs comme ça. Pas sur les émotions, en tout cas. Et lui, parfois, c'est que il avait des trous de mémoire. Il savait plus si jamais il avait vécu un truc là ou un truc là. Donc, ça veut dire que, par exemple, sur le tome 3, qui est moi, perso, mon tome préféré, il m'a dit un nombre de choses sur le foyer de formation et il m'a dit un truc qui est très très grave et il s'en souvenait pas qu'il avait vécu. Et pourtant, la seule trace de sa mémoire qu'il a, c'est un rapport du foyer qui disait qu'il était devenu incontrôlable, fou, leader d'une rébellion. J'ai dit c'est très grave ça en fait, genre en mode d'arriver d'avoir pris le foyer en main comme si c'était en fait, Che Guevara, tu sais, je me suis dit, et tu te souviens pas? Je me suis dit, il doit y avoir un truc. Du coup, je me suis dit, pourquoi psychologiquement tu peux te faire un blocage ou un refus là-dessus? Et il m'a dit plein de choses, donc j'ai pris tous ces éléments de mémoire et je les ai reconstitués pour arriver à l'émeute. Donc en gros, j'ai juste réinventé son histoire à partir des souvenirs qu'il m'a dit. Et du rapport. En fait, c'est très, très important, ça, on a oublié d'en parler, mais j'ai réussi à avoir des rapports et des photos du foyer. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. J'ai réussi à avoir des rapports et des rapports complets de mes éducateurs que je suis allé récupérer dans mes anciens foyers et il y avait les rapports complets et je redécouvrais ma vie avec les rapports. Les éducateurs faisaient des rapports en disant bah là il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça et tout était complet et ça nous a servi à nourrir la BD ainsi que les photos que j'avais pu récupérer aussi de l'époque. Donc voilà, et à partir de rapports d'éducateurs très stricts. Aujourd'hui, Mohamed est énervé. La rébellion, c'était ça. Il met des coups de balai, il nous insulte. Enfin bref, il a tout recréé grâce à des documents d'archives, quoi, en vrai. Tu viens de dire, Lenny, qu'il y avait un des tomes, le 3e en l'occurrence, qui était ton préféré. Ouais. Ça, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la qualité des dessins? Parce qu'au bout du 3e tome, tu étais peut-être encore plus précis et à l'aise dans la compréhension de sa vie, ou c'est simplement sa vie qui était plus intéressante à ce moment-là? Les deux. Les deux, alors déjà, c'est vrai qu'au niveau dessin, j'avais trouvé un setup, tu vois, j'aurais trouvé des manières de faire qui fait que j'aurais, par exemple, je dessinais déjà sur des planches qui étaient 2 fois plus grandes, donc c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus d'espace, j'étais beaucoup plus élastique, donc je pouvais vraiment faire des trucs, et surtout, émotionnellement, en fait, lui disait, ouais, c'était chiant. Ah oui, c'est la pire période. C'était chiant, pire période, mais je me dis, mais c'est trop bien, c'est l'endroit où le gamin, il commence à être plus adulte, il est tout le temps en colère, il est avec des gens qui sont tout le temps énervés, et en même temps il est un peu enfant et donc je me suis dit il y a trop de trucs à faire en fait, et le fait que moi à la base il me dit aussi que on fait la moitié du livre en foyer de formation, je crois qu'on avait dit un truc comme ça, et l'autre moitié qui va à Lyon, moi je dis non faut faire full foyer de formation et on essaie d'aller jusqu'au bout justement de la colère. Et puis moi j'étais dans ma période un peu ténébreuse là où j'étais un peu j'étais très fan de la haine, c'était mon émotion préférée, tu vois, et donc je voulais faire un hommage à ça, un truc tu vois, genre expliquer que je déteste qu'on dise le mal c'est mal et le bien c'est bien. Non, je voulais montrer qu'il y a beaucoup plus de nuances dans la noirceur en fait, tu vois, c'est-à-dire que même dans le noir il y a des teintes plus noires ou plus sombres ou plus claires, et justement je voulais parler justement de ce passage-là que j'adore dans la BD. C'est ce moment où tu te dis que quand tu es profondément tout seul, parce que là c'était à la fin du tome 3, il est tout seul avec juste sa colère, et ben même là tu peux même trouver des réponses, et même là tu peux trouver des solutions ou des
d'autres choses en fait. Donc en gros c'est une introspection dans les ténèbres quoi. C'est pour ça que je kiffe le tome 3. Moi perso cette collection c'est une thérapie hein. Ouais, c'est une thérapie d'aller voir des psys, c'est une thérapie pour tout, j'ai tout compris, je sais d'où vient les choses qui me tracassent aujourd'hui et tout. Et sur moi le tome 3, il parle du tome 3, pour moi c'était une période où j'étais en foyer de formation et je me suis beaucoup ennuyé parce que c'est pas du tout on m'apprenait à faire des métiers que je voulais pas faire en fait. C'était juste pour pas aller à l'école que j'étais allé là-bas et on m'a appris des métiers que je voulais pas faire, donc du coup je passais mon temps à m'ennuyer et à faire des conneries et à rien faire du tout. Et un truc qui est stylé aussi, et à lire aussi beaucoup, c'est que par rapport à ses potes, John était un peu plus éduqué, il était un peu plus malin, et ce qui fait que il y a ce passage là aussi dans le tome 3 où il devient vraiment dangereux, c'est-à-dire que il commence à être manipulateur, il commence à savoir se battre, donc il apprend la boxe, etc. Et il y a tout ce côté où justement où on a un champion de lutte dans la salle, c'est pour ça que c'est un champion de lutte français. Voilà. Où John commence à devenir féroce. C'est pour ça que le tome 3 s'appelle le tome 3 féroce quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes bien par exemple la couverture, quand tu le vois tu dis oh putain il y a un mec vénère qui est en train de me regarder, et quand tu le regardes de plus près tu te rends compte qu'en fait il a peur en fait. Tu te rends compte qu'il est un peu en train de se dire c'est qui ces mecs, mais tu te rends compte qu'en fait il est pas dangereux quoi. Mais c'est un livre qui parle d'émotions humaines hein. C'est vraiment les émotions humaines dans toute sa splendeur. C'est 4 tomes, 3 tomes. C'est tout moi. Je peux être très noir, je peux être comme tout le monde hein. Je peux être très noir, très très heureux, très drôle, très dans le partage, très renfermé, et en fait c'est une compilation de ce qu'on peut être sans en avoir honte, parce qu'on est tous humains et on a toutes les mêmes émotions en fait. Enfin on a tous les mêmes émotions. C'est un parcours psychologique en fait. C'est un parcours psychologique de quelqu'un qui grandit en foyer. Et ça pourrait, en fait, c'est comme on peut, parce que ça aurait pu être n'importe qui en fait. Il avait commencé sa vie, juste le fait qu'il était pauvre, mais sinon il a commencé sa vie normalement, psychologiquement normal, et juste il y a eu des moments où il a vrillé et c'est humain. Justement, toutes ces émotions sont des émotions propres à tout le monde. Il n'y a pas besoin de grandir dans un foyer pour ressentir de la solitude, de la haine, de l'ennui. Tout ça, c'est nous en fait. Hein. Donc ça raconte juste ce qu'on est humainement en fait. Et beaucoup de gens nous ont dit aussi quand ils lisaient le livre, et moi j'aurais fait pareil, ou j'aurais pas fait mieux, ou tu vois genre. Ouais. C'est assez universel en fait sur les émotions justement. C'est vrai qu'on est tous concernés. Il y a aussi une autre chose qui est universelle dans la BD à mon sens, c'est qu'il y a une dimension sociologique ou politique, parce que ça parle de racisme, ça parle quand même de classe sociale aussi, ça parle du clash entre la ville ou la banlieue et la campagne, donc de capital culturel on pourrait dire aussi. Comment est-ce que toi tu as réussi à articuler tout ça encore aujourd'hui dans ton travail et dans ce que tu essayes de défendre quand tu prends la parole, que ce soit dans tes vidéos ou dans tes divers projets? Quel est le thème? Je sais que tu as aussi beaucoup parlé de l'Algérie dans d'autres projets. Il y a vraiment tout qui se mélange. Moi, je vois surtout le racisme d'un côté et puis les classes sociales de l'autre. Parmi ça, quel est peut-être le sujet qui était le plus difficile à aborder dans la BD, peut-être le plus intime pour toi, où tu t'es dit ok, je vais l'aborder, ça va peut-être être un peu chaud, mais il faut que j'y aille. Alors tout ce qui est racisme et tout ça, ça m'a jamais dérangé de l'aborder, et ça a jamais été un sujet. Je pense que c'est pas un sujet. Il faut pas que ce soit un sujet. C'est le meilleur moyen de combattre le racisme et tout, c'est de montrer aux gens comment tu peux être créatif, comment tu peux être comme tout le monde. Et comment tes émotions sont les mêmes que tout le monde, peu importe ta race. Tes émotions, c'est des émotions. Donc le meilleur moyen de combattre le racisme, finalement, c'est l'émotion. Et malheureusement, je suis très défaitiste là-dessus. Personne, aucune association, aucune grande figure, aucune personne sur Terre n'arrêtera le racisme. C'est humain. C'est une émotion aussi. Donc tout ce que tu peux faire, c'est de montrer aux gens que tu fais de belles choses. Et quand tu fais de belles choses, tu atténues cette sensation. C'est une sensation, donc et tu atténues cette sensation. Mais ce n'est pas un sujet. Moi, j'ai pas envie que ce soit un sujet, parce qu'après tu t'enfermes dans des trucs un peu hypocrites. Moi, j'ai horreur des associations qui combattent le racisme en fait, parce que tout ce qu'elles font, c'est faire de l'argent en fait, parce que ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. On gagne on avance sur le racisme, c'est-à-dire on montre une belle image, ça va beaucoup mieux, on fait moins de choses qu'avant, très graves, mais la sensation de racisme, tu la combattras pas dans des petits villages ou dans des gens. En fait, le seul moyen de combattre ça, c'est de grandir ensemble.
Donc moi j'ai grandi et moi je suis pas de banlieue, je suis pas de quartier et tout. Hein. Moi j'ai grandi dans le centre-ville de Lyon, Perrache. Donc j'ai grandi dans le centre-ville de Lyon et nous on était brassés dans le centre-ville et même au foyer. Au foyer, il y avait des enfants de pauvres qui venaient de banlieue, mais il y avait aussi des enfants maltraités de familles de classe moyenne française où ils avaient de l'argent même et juste des fois il y avait des enfants, des parents qui tapaient leurs enfants, des sévices sexuels, etc. et tout. Donc on était un peu brassés. C'est le seul moyen de combattre ça, c'est de se brasser et de découvrir d'autres personnes. Parce que c'est sûr que si tu laisses les mecs ensemble et les meufs ensemble dans des quartiers où ils vivent tout le temps ensemble en voyant personne d'autre, eux déjà ça va les éloigner des gens et les gens vont avoir peur d'eux. Et c'est pareil de l'autre côté, ça marche comme ça. Donc moi je veux pas que ce soit un sujet. Le seul sujet, c'est de te dire voilà comment est ma vie, voilà comment je vois les choses. Et si tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. C'est pas du tout mon problème. Moi, je t'offre quelque chose et je te prouve que je suis aussi cultivé, aussi intelligent, aussi capable de faire des choses que n'importe qui. Être arabe, c'est pas une condition en fait. Je m'en fous de ça. C'est vraiment, je joue pas là-dessus. Je parle de l'Algérie parce que ma famille est algérienne et que l'histoire algérienne m'intéresse autant que la française parce qu'elle est liée. La Suisse, vous êtes neutre, mais c'est bon, on croit que vous êtes neutre, mais elle est liée à mon histoire. Il y a un mariage. Bravo les mariés. Elle est liée à moi en fait. Donc je parle des trucs qui sont liés à moi. Mais comme j'ai pu parler de football parce que j'aime le football, comme j'ai pu parler des films, des séries, merci. Mais je parle de ce que je suis en fait. On parle de ce qu'on est. Et quand on parle de ce qu'on est, excuse-moi Lenny, quand on parle de ce qu'on est, on donne envie aux autres de te découvrir. Donc peu importe ta race et tout, etc. Je voulais compléter juste un truc de ce qu'il va dire, c'est que comme on peut, ça parle. Putain. Bref. Comme on peut, ça parle du foyer et en fait, ça parle. Effectivement, ça évoque parfois le racisme, etc. Mais ça parle du foyer. Donc ça veut dire que s'ils traînent avec des noirs, des arabes, des gens qui ont été maltraités, à un moment dans le tome 4, ils traînent aussi avec des travestis et des transsexuels qui lui donnent des tasses, des extasies. En fait, ça parle de ça et lui, en gros, parfois même on se mélange parfois même juste par la situation aussi. Par exemple, moi, c'est toi qui me disais, c'était qu'il y a des potes c'était des potes de circonstance. Ça veut dire que parfois on est brassé de manière à la circonstance en fait, tu vois, genre donc moi j'ai aussi voulu te dire que on parle pas d'Algérie, enfin t'es algérien. Voilà. On va pas parler de ça pendant 3 heures, on va pas parler du sexisme pendant 3 heures. Au foyer, il y avait une meuf qui défonçait les mecs. C'est bon, voilà. Faut pas que ce soit un sujet. C'est pas un sujet, c'est juste qu'elle défonçait des mecs, tu vois. Genre, c'est pas un sujet, les travestis. C'est juste qu'ils traînaient avec travestis qui leur filaient des extasies. Parce qu'on habitait c'est pas un sujet, le racisme, c'est juste qu'ils traînaient avec des renois. Enfin, en gros, voilà, c'est le foyer. En gros, voilà, c'est. Mais peu importe l'œuvre qu'on fait, moi je pense que si on s'attarde trop sur quelque chose de très politique, très engagé, ça peut changer très le propos en fait. Moi je trouve pas que ça aide en fait. Ouais. Le mieux c'est de raconter comment est ta vie, comment tu la vis toi, et si dans ton parcours, moi j'ai eu la chance d'avoir tout le monde, hein, vraiment, mon ami d'enfance est juif. Avec qui j'ai grandi, Laurent, on en parle dans le tome 1. Plus tard, il y avait des travelots dans ma rue, on a traîné avec eux parce qu'ils étaient trop sympas et qu'on rigolait avec eux. Donc c'était l'humain avant tout. Et peu importe d'où ils viennent et peu importe ce qu'ils font, peu importe ce que, comme on dit, hein, cette phrase on la connaît, il y a des cons partout. Et être blanc, noir, arabe, roumain, on s'en fout. Ça fait pas de toi plus un con qu'un autre. C'était l'histoire quoi. Voilà. Oui, mais vous dites que c'est pas un sujet parce que j'ai le sentiment que vous voulez pas problématiser ça en disant voilà c'est pas votre sujet. Ouais. Mais c'est quand même le sujet du livre. Je regardais avant quand vous faisiez les dédicaces et puis il y a un enfant d'une dizaine d'années qui a ouvert le livre puis il est tombé sur la phrase vous venez, vous foutez la merde avec votre bande de négros et d'arabes. Qui est dans le... Et je me suis dit, le sujet s'impose quand même. Alors mais évidemment, c'est une page. Oui, c'est ta vie, donc c'est pas que tu veux forcément traiter du sujet. C'est vraiment ça. Cette phrase m'a vraiment été sortie. C'était des skinheads à Venuret là-bas, dans une région à côté de Lyon, et vraiment ils nous ont dit ça. Ils nous ont dit vous êtes du foyer, vous les négros, les arabes et tout, etc. Parce que ça arrive.
En fait, moi, je le vis, ça. Et puis, moins maintenant, parce que je suis un peu plus connu, donc ça va, je suis un peu plus tranquille là-dessus. Mais il y a toujours eu des problèmes sociaux. Mais c'est quoi? C'est 3 personnes dans ma vie, 4 personnes, 5 personnes? Mais Je les croise, je trace, quoi. C'est comme dans le livre, on les croise et on part. Ouais, c'est une scène de course-poursuite. C'est juste que, en l'occurrence, c'est une scène de course-poursuite avec des skinheads. Et en gros, c'était pour montrer aussi que c'était dangereux aussi dehors quand ils fuguaient. Mais il y a un très bon film, American History X, qui est magnifique, où le mec rentre en prison, il est skinhead, il y a un noir qui est avec lui et il l'aide à la fin, il lui fait changer. Moi, c'est la seule façon dont j'ai envie de faire changer les gens, c'est de leur raconter des histoires, de parler avec eux. Et si ça change, tant mieux. Mais si ça change pas, je vais pas aller dans des assos, militer et tout, ça ne sert à rien. C'est la seule façon, c'est de montrer aux gens comment t'es. Et là, ils se disent, putain, mais en fait, j'ai peut-être été un petit peu con de juger très vite cette personne. Mais d'aller militer et tout, etc. En fait, tu peux pas lui dire, arrête d'être raciste. Tu arrêtes tout de suite. Tu arrêtes. Non, faut le pousser à se dire, est-ce que t'es sûr que t'es pas con? C'est genre, voilà, le mec il est en mode, ouais, j'avoue que je suis quand même un petit peu con, tu vois. Tu peux pas changer la nature des gens. La nature, enfin, tu peux les changer en parlant avec eux, mais pas du tout en les forçant. Donc, c'est pour ça que je te dis encore une fois que j'ai un problème avec les associations, les machins comme ça, qui de surface font changer l'image de ce qui se passe. Mais en vrai, les racistes, quand ils voient des associations antiracistes, ils se disent, ouais, c'est des cons, des gauchistes, machin et tout, etc. Donc, il y a rien à faire. La seule chose à faire, c'est d'aller avec eux, de manger avec eux. Moi, je vais souvent dans le sud, dans des villages où il y a où le FN était premier. Et des fois, je les croise, on fait des barbecues ensemble et tout, etc. Et d'un coup, ils se disent, putain, il est cool en fait, lui. Bah ouais, si tu veux, si ça t'aide à changer. Ouais, mais ça j'aime pas cette phrase. Parce que moi, je veux surtout pas être défini par ce que je suis physiquement. Je m'en fous. Je suis défini par. Oui, je parle de l'Algérie. Oui, je suis fier d'être algérien parce que il y a une culture qui va avec et tout, etc. Mais je ne suis pas dans la démonstration totale de. Regardez, je suis un militant algérien. S'il vous plaît, arrêtez d'être raciste et tout. Non, je suis comme je suis, humain. Avec, on a tous. Il y a des Suisses. Il y a des Bretons et qui sont très fiers de nous faire des crêpes et on est très contents. On est très contents, mais je vais pas le définir comme ah bah tiens c'est un Breton. Je m'en fous en fait. J'essaye d'être défini comme humain. Voilà. Et c'est en parlant comme je parle, en faisant ce que je fais que j'essaye d'y arriver quoi. Mais pas du tout le sujet de mon travail. Pas du tout. Ouais. C'est une toile de fond qui existe, qui est réelle parce que je me la mange, mais c'est pas du tout un sujet. Il faut pas que ce soit un sujet. Le seul sujet c'est les émotions humaines. Voilà. Et puis s'il devait y avoir un sujet maintenant, parce que tu continues à vivre a priori, puis on en est très heureux d'ailleurs. Tu as bientôt 38 ans, tu le disais avant. Donc ça veut dire que tu grandis. Quand on grandit dans un parcours d'artiste, il y a des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes qui arrivent, qu'on a peut-être envie de traiter. Aujourd'hui, si tu voulais, moi j'ai déjà un peu la réponse, mais si tu voulais traiter d'un nouveau thème, ce serait lequel ? Là, j'ai envie de faire l'album de la maturité en fait. Donc non, j'ai plein de là déjà petite info, voilà, même si c'est enregistré, je sais pas où ça va aller, mais c'est pas grave. On adapte la BD, le premier tome au cinéma. Donc ça fait 2 ans et demi que je suis dessus et il y a un film qui se tourne en juin sur mon histoire et mon enfance. Donc on est déjà sur autre chose, un autre Exclusivité. parcours. Exclusivité. Un autre parcours, on est sur même moi artistiquement, je passe à un autre level et j'adore. Hein. Je suis très content de faire ça. Et après moi les sujets qui m'intéressent, je les prends pareil dans ce que je suis. Donc là il y a une nouvelle BD qu'on voudrait faire et ça parlerait des travailleurs immigrés dans les bidonvilles en France. Donc il y avait des bidonvilles, ils venaient prendre la main d'œuvre en Algérie et ils venaient travailler en France et il y avait pas de quoi les loger, donc les Algériens vivaient dans des bidonvilles. Ils ont construit plein de bidonvilles en France. Ça a été interdit dans les années 70. Après ça a été rasé et ils sont allés dans les bâtiments. Et je trouve que ça aussi c'est important de le raconter parce que pas pour le racisme, pas pour militer de quoi que ce soit. C'est uniquement parce qu'on est plus fort quand on sait notre histoire en fait. Parce qu'on est en France, oui, on est immigré, oui, mais comment, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc c'est très important de savoir, quand on est un peu déraciné, de savoir où on vient. Donc c'est juste une quête de racines peut-être. Et après j'ai rajouté un truc drôle parce que je suis humoriste. Donc il n'y a pas que les bidonvilles, il y a aussi des ovnis qui viennent dans le bidonville. Donc j'ai rajouté un truc un peu qui ouvrirait aux gens qui n'ont pas du tout envie de s'intéresser qu'au bidonville cette histoire. Et ça parle de la France aussi. Hein.
Bon, là, on est en Suisse, donc voilà. Mais ça parle de la guerre, de la France et de l'Algérie, de la colonisation. Donc c'est très intéressant. Ça ouvre sur tout. Et moi, j'aime bien parler de sujets qui nous ouvrent en fait, voilà. Et puis il y avait des travailleurs portugais, il y avait des travailleurs italiens dans ces bidonvilles. Donc c'est ce brassage et tout. Et j'aime bien parler de ça, voilà. Mon parcours artistique se fait au gré des envies de ce que je suis en fait, voilà. Et à un moment donné, il y a eu une envie qui était de faire un clip. Donc il y a un clip de la BD qui existe. Je pense que c'est toi, Lenny, qui l'a fait. Ça, c'est parce qu'il est rappeur. Tu peux nous expliquer justement quel lien tu as pu faire entre alors l'histoire, donc le vécu, le dessin et puis la mise en musique? Alors, en fait, ça s'est fait super simplement. Le morceau, on l'a écrit assez vite. Et en fait, dans l'idée, c'était de faire un premier couplet. Donc, le morceau s'appelle Comme on veut parce que il y a eu Comme on peut, il y a eu Comme on veut. Donc, c'est un clip qui a été fait avec Marabout, mon groupe de rap. On a fait le clip sur fond vert. Donc, il y a nous qui sommes incrustés dans la bande dessinée. Donc, avec beaucoup d'animation, etc. Et comme ça, dans Roger Rabbit. Comme dans un genre de Roger Rabbit de la street, tu vois, Roger Rabbit Street. Et il y a du coup un premier couplet qui commence par j'ai grandi, deuxième couplet c'est j'ai mûri, et troisième couplet j'ai vieilli. Et on raconte du coup la première partie l'enfance jusqu'à au foyer. Les 3 tomes en couplet. Les fugues et à l'époque j'avais pas encore écrit le tome 4, donc c'est l'après foyer. Et ça raconte avec John Rachid qui est dedans en plus dans le clip et qui raconte un peu tout ça et comment ça s'est fait, particulièrement le passage. Faut savoir qu'avec Marabout on a une automatisme d'écriture qui nous on est parti là 10 jours et on a écrit 14 morceaux en fait en 10 jours. La dernière fois on est parti en fait on écrit très très vite, on est des rappeurs, on sait le faire, mais surtout là l'important c'était de se dépersonnifier, de pas parler comme si moi je parlais du foyer. Non, je suis un personnage, comme un personnage de la bande dessinée. Un peu comme le même travail que j'ai fait sur la BD en fait. Et John, t'es aussi dans le clip? Ouais. Tu rappes, alors normalement tu parles de rap, là tu rappes, enfin je sais pas ta voix. Non, je rappe pas dans le clip, mais on te voit faire... Non, mais c'était pour apparaître dans le clip. Ton rêve d'être rappeur le temps d'un clip? Non, mais j'en ai fait du rap sur internet, mais moi je suis pas rappeur. Hein. Mais non, je suis apparu dans le clip parce que c'était le clin d'œil, quoi. C'est obligé, quoi. C'est mon histoire. Donc il m'a demandé de venir en fond vert chez lui. On a rigolé pendant une journée et puis voilà. Ouais. Non, mais j'adore ce qu'il est capable de faire artistiquement, c'est qu'il est sur tous les fronts, quoi. Il est sur le rap, sur la BD, sur ses BD à lui, sur le travail avec moi. Donc c'est un artiste complet. C'est pour ça qu'il est fou. Le truc c'est que je multiplie mes chances d'y arriver aussi, tu vois. Que je me dis j'ai une idée, j'ai un truc que j'ai envie de raconter, j'ai un truc que je trouve cool. Par quelle manière je vais l'utiliser? Je vais faire une vidéo, je vais faire une BD, je vais faire un truc, je vais faire une musique. Donc en gros, l'important c'est pas le support. L'important c'est ce que tu veux raconter. Et en fait, souvent, parfois, il y a des gens qui commencent direct par dire j'aimerais bien faire une peinture qui parle de ça. Non. Qu'est-ce que tu veux, de quoi tu veux parler et c'est quoi la meilleure manière de l'exprimer en fait. Donc en gros, il n'y a pas de limite. Ne mettez jamais aucune limite à tout ce qui est support, tout ce qui est médium, quoi. Donc en gros, allez-y et nique sa race, hein, et on verra si ça marche, si ça marche pas, et si ça marche bien, tant mieux. Mais en tout cas, ça a été fait. L'important, c'est les actes. L'important, c'est de faire, et surtout, l'important, c'est de finir. Voilà. Et puis j'ai une question. On est dans un festival littéraire ici, donc on est tous, a priori, on aime bien avoir dans les mains le livre, le papier, c'est cet objet-là qui est aussi des fois réifié, quoi, le livre. Vous, ça vous fait quoi d'avoir votre livre? T'as connu les vidéos sur YouTube, donc c'est une dématérialisation aussi de ce que tu racontes. Le rap, le clip aussi, là en l'occurrence, il est en ligne. Le fait que ça existe quelque part, de savoir qu'il est dans des maisons, chez des gens, qu'est-ce que ça fait d'avoir son livre? C'est trop cool. Hein. Ouais, c'est une émotion incroyable. Et surtout moi qui, comme je disais tout à l'heure, je m'ennuyais. Moi, je lisais des BD. Hein. Je lisais des livres et des BD parce que j'avais rien d'autre à faire. Et j'ai toujours rêvé. Moi, je connais les Astérix par cœur, les Tintins, je les ai tous lus. Vraiment, moi, la BD, c'est vraiment mon anti-ennui du foyer. Il n'y avait rien d'autre que ça. Et j'achetais aussi les Marvel à l'époque dans les bureaux de tabac. Et en fait, de savoir que maintenant et puis même pour ma famille, quoi, j'ai vraiment une trace de mon vécu sur papier qui restera tout le temps. Donc il y aura tout le temps quelqu'un qui aura cette BD quelque part chez lui et c'est mon enfance, parce que c'est tellement vrai que en fait c'est comme si on avait un album photo de ma vie et qui est disponible en papier chez toi et ça aide aussi quand je vais perdre la mémoire, on sait pas, tu vois. Donc quand j'aurai oublié des choses, quand j'aurai oublié, parce que avec le temps vous verrez, hein,
38 ans au bout d'un moment. Non, ça, je peux pas encore perdre de mémoire, mais on a peur d'oublier des choses. Et plus le temps y passe, et plus on oublie les moments qu'on vit. Et moi, j'ai la chance d'avoir tous ces moments de mon enfance dans une bande dessinée, bientôt dans un film. Donc c'est hyper émouvant, et même pour les personnes qui nous connaissent. Et qui ont vécu ça avec moi et tout, c'est génial pour eux, quoi. Donc c'est une très grande fierté. Vraiment, la BD, c'est l'une des plus grandes fiertés. Et moi, ouais, c'est vrai que quand tu reçois le livre imprimé, surtout ce moment-là où tu ouvres le carton et tu trouves tes livres, t'as l'impression de recevoir des jouets, des bijoux, du bling-bling, des trucs où je sais pas, tu te sens bien, tu sais, t'as des trucs. Mais c'est vrai que moi, il y avait un auteur il me disait, c'est que l'important, c'est pas... l'important, c'est de se dire que même s'il y a un mec qui vient de dédicacer ce livre-là et que ce livre-là, ça se trouve, lui, toute sa vie, ce bouquin, et en fait, le bouquin, c'est de la trace. Le bouquin, c'est t'as existé à tel moment parce qu'il y a un livre pour en témoigner. Cependant, moi, je dis toujours qu'il faut apprendre à ne pas respecter son travail. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sorti, faut passer à autre chose. C'est sorti. Par exemple, moi, les clips que j'ai sortis, je les écoute plus jamais les sons après. Tu vois, donc ça veut dire que, en gros, si jamais tu restes trop bloqué après sur ton passé, c'est comme, ou quelque chose qui a été fait, c'est comme quand les gens ils font un dessin, après ils font des belles estampes, après ils encadrent le dessin. C'est bon, le dessin il est pourri, fais-en un autre vite. Moi j'ai appris ça en faisant du croquis de nu. Tu vois, donc en gros, je pense qu'il faut. C'est bien, on l'a fait, je suis trop content. J'ai un livre qui est mortel, j'ai un livre qui a bien marché. Maintenant, on en fait un autre. On en fait encore plus. Mais après, moi, ça me touche plus parce que c'est mon enfance. Après, c'est son enfance. Donc je garde une trace de mon enfance et tout, etc. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec lui, je le rejoins. Puis après, moi, je suis moins d'accord sur les traces qu'on laisse parce que dans 100 ans, Michael Jackson, on sait plus qui c'est. Hein. Déjà, il y a des petits, ils savent même pas qui c'est Michael Jackson. Donc, les traces qu'on laisse, c'est très éphémère. Faut pas compter sur la trace. Faut compter sur le moment. Mais c'est quand même une trace, genre t'as existé. Quoi. Oui, t'as existé, mais je te dis, Michael Jackson, il y a des Charlie Chaplin, il y en a qu'un, hein, tu vois. Donc on s'en rappellera toute notre vie, parce qu'il y a Vevey à côté. On s'en rappellera toute notre vie, mais les traces qu'on laisse, ça reste quand même du très éphémère. Je t'ai dit, tu demandes qui est Michael Jackson à un enfant, il sait pas qui c'est, tu vois. On peut essayer si tu veux. Tu sais qui c'est Michael Jackson, Gabin, ou pas? Mais Gabin est très cultivé aussi, c'est pas pareil. Mais après, du coup, ça pose la question de quand t'écris et quand tu crées de l'éphémère en fait. Donc ça veut dire, est-ce que tu te combats contre ta propre vie éphémère en fait, ou est-ce que tu fais ça juste pour juste d'exprimer des trucs, tu fais ça pour survivre? Moi je fais ça pour moi personnellement, je sais que si j'écris ou je me donne autant pour faire mes projets, c'est pour avoir un espoir minime de survivre à ma mortalité en fait, de me dire que si jamais il y a la moindre chance que je puisse avoir un reste de moi qui tienne, mais je donnerai ma vie pour vivre après, ne plus vivre, tu vois. Donc on va te mettre dans un sarcophage, mec, tu seras bien. Ouais, voilà, moi je vie de pharaon, quoi. Du coup, j'ai une autre question pour vous. Après, je vous laisserai volontiers poser quelques questions aussi. Vous êtes dans un festival littéraire, assez littéraire, c'est-à-dire que voilà, on trouve beaucoup de romans, des fois des romans très rédigés sur le plan stylistique, etc. Vous êtes ici, la salle n'est pas très très pleine, on en a parlé en introduction. Est-ce que vous vous sentez à votre place dans ce festival ? Moi j'ai pas ressenti d'élitisme, hein. Franchement ça aurait pu, hein. J'ai eu peur au début, j'ai pas ressenti mais qu'est-ce qu'ils font là les dessinateurs de BD là. Donc c'est peut-être parce que c'est la Suisse et que tout le monde est cool, mais je sais pas, non, j'ai rien ressenti on est tous auteurs en fait, donc peu importe le médium, comme il disait tout à l'heure, on écrit. Donc puis moi j'écris des films, j'écris des vidéos, j'en ai écrit plus de 300, donc le travail de base est le même, c'est on prend un stylo et puis on y va. Enfin on a un ordi aujourd'hui et on y va. Donc j'ai pas ressenti rien de. Moi le seul truc que je voulais parler, c'est un truc qu'on en a parlé la dernière fois qu'on était à Annemasse. Il faut savoir que Monsieur Gigax, la première phrase de son livre, c'est on est genre sans chill. Donc la première phrase c'est ça, et quand il a montré ça à ses correcteurs, les correcteurs étaient en mode qu'est-ce que ça veut dire chill, pourquoi chill, on est genre sans, c'est quoi cette expression et tout. Et là où peut-être moi je me sens à ma place totalement, je kiffe les dédicaces, je kiffe rencontrer des auteurs, je kiffe parler de ça, mais le seul truc
où parfois où je me dis que j'aimerais bien rencontrer aussi des semblables, c'est sur l'écriture moderne en fait. Le fait que des gens comme tu vois, toi dans ce que tu me racontes par rapport à ton livre et moi la manière dont j'écris, j'aime bien aussi quand les gens, je sais pas, pour moi ça évolue et qu'on justement dans notre écriture on met des wesh, des nique sa mère, tu vois, on met des expressions de maintenant. Il faut pas être choqué de ça. L'argot fait partie aussi que notre langue elle évolue et moi j'aimerais aussi voir parfois des mecs un peu plus de mon créneau d'âge et avec qui je parle avec un langage qui fait évoluer un peu la littérature vers quelque chose parfois d'un peu étonnant. Et je pense qu'on peut arriver à des phrases qui soient fortes et profondes avec un argot qui soit totalement... Il y en a quand même des jeunes qui écrivent avec il y en a quand même. Avec un là, je dis style, ça, c'est une espèce de... J'aimerais en voir plus. J'aimerais aussi que en fait, la dernière fois, on m'avait dit qu'il y avait un exercice avec Comme on peut, c'était de reprendre les langages des bulles de la BD en langage soutenu. Et moi, j'avais dit, pour moi, c'est un exercice à la con. Pour moi, on devrait plutôt dire aux petits qui sont défavorisés, qui sont en échec scolaire, regardez avec le langage de la street, on peut écrire des bouquins. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un côté parfois où la littérature, c'était fait pour les gens qui étaient l'habitude de lire des livres ou d'en écrire ou cultiver, et d'autres que c'était pas ça. Et moi, je pense qu'il faut j'aimerais que qu'on ait encore plus de gens, encore plus de jeunes, encore plus de gens qui s'intéressent à ça et qui soient pas bloqués par ça en fait. Moi le langage quoi. Je me permets de nuancer un peu ouais, là je suis peut-être un peu froid mais les propos de Lenny. Moi j'apprécie aussi même si c'est mon langage de base et tout. Moi j'apprécie la belle littérature aussi. J'aime quand c'est bien écrit, pas vulgaire. Moi ça me donne des frissons je sais pas du Pagnol, des auteurs, des grands auteurs, des fois quand je vois leur style et qui est ancré dans leur époque, j'aime beaucoup aussi. Donc là, il a milité comme s'il devrait y avoir que ça et tout. Non, donc, plus de ça, d'accord, mais moi j'aime beaucoup la vraie littérature, ça me donne des frissons et ça me fait accéder à un monde qui est... Parce que moi le langage de la street, c'est bon, on connaît, c'est mon milieu. Oui. Donc moi j'aime bien être ouvert sur d'autres styles littéraires, d'autres des langages que je connais pas forcément, où je vais prendre mon dictionnaire pour aller découvrir des mots, etc. Des trucs en vers, du Cyrano, moi j'adore ça, tu vois. Donc je suis d'accord aussi qu'il faut laisser de plusieurs styles, mais la belle littérature c'est quand même quelque chose d'incroyable que j'ai découvert sur le tard, hein. Je vais pas faire le mec hyper cultivé, hein. Jusqu'à 20 ans, rien à foutre de la belle littérature. Donc c'est maintenant que j'apprécie et que j'aime beaucoup la littérature beaucoup plus classique. Voilà. En gros, il faut plus d'auteurs. Voilà. Et cette forme-là, justement, qui est la prose, qui permet d'avoir un roman comme plus classique, comme peut-être tu le dis en disant la belle littérature, est-ce que ça peut être une forme d'expression un jour qui vous intéresserait ? Le roman en prose, tu veux dire ? Ouais. D'écrire ton roman, puisqu'il y a la vidéo, il y a la musique, il y a les dessins, il y a la BD. Est-ce que... Moi, perso, je suis pas sûr. Je pense que, en fait, mon écriture, elle est, par exemple, dans la BD, elle est stylée parce qu'il y a une image pour l'appuyer et pour la représenter. Si jamais les gens me jugent seulement à mes mots, là, je peux être un peu limité. Donc, je pense que j'ai besoin d'avoir une mise en scène, j'ai besoin un peu de tricher, en fait. Mais sinon, je suis pas sûr. Et toi, John ? Moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait avec des vidéos où j'écrivais. Il y a une série de vidéos qui s'appelle l'Histoire de la France. Et j'ai fait exprès la faute. Où mon personnage parle un langage soutenu, où tout est écrit en vers, en prose, etc. Et moi, j'adore l'exercice, et ça participe encore de ce que je disais tout à l'heure, de montrer qu'on est aussi capable et on est aussi cultivé. Et même si on n'a pas fait d'études ni rien du tout, on est aussi capable de bien parler et de se faire un défi. De se dire maintenant je vais écrire comme Edmond Rostand, maintenant je vais écrire comme Jules Renard, tu vois, de juste prendre un petit style pendant ça me fait plaisir en fait, et en plus ça me booste quoi, je me dis je suis capable de faire ça moi, tu vois. Donc moi j'aime beaucoup, ouais. Mais un roman écrire un roman en entier, je sais pas, écrire un roman, oui, ça m'intéresserait, je pense plus tard quand j'aurai le temps. Et un peu plus le temps, mais ouais, pourquoi pas un roman, et pourquoi pas avec un style plus soutenu, parce que moi le langage pas soutenu qu'apprécie Lenny, moi j'ai passé ma vie à parler comme ça. Donc là maintenant je suis dans une recherche de plus de classe, d'élaboration, de style, tu vois. Ouais. Voilà. Je vais bientôt m'habiller en costard comme toi, Adrien. Ouais. J'ai les bonnes adresses s'il faut. Ok, je vais vous laisser un peu le temps de poser des questions à John et à Lenny. Pas toi, Walid.
Profitez parce que je suis à côté de John, donc je le vois sur son téléphone. Il est sollicité par ses 1 400 000 followers. Il n'arrive pas à répondre à tout le monde. Là, il est obligé de répondre. Donc si vous avez une question, allez-y. En tout cas, merci à Adrien d'avoir animé ça. Ouais, merci, c'était cool. C'est un bon applaudissement. C'est pas très habituel, ça. Les klaxons. Ah non, merde. Quelqu'un? Madame. On fait je la besoin vraie. du micro. Ah ouais, allez. Déjà que Ouais, c'est vrai que j'ai la voix qui porte, donc je crois que je vais. sans micro. Sans micro. Ouais. Bon, je vous remercie. Merci à toi. Merci d'être venu. J'avais une question par rapport un peu au public, depuis qu'il y a eu les CD qui ont été publiés et tout. Vous avez eu des surprises par rapport au public, des gens qui vous ont touché, je sais pas, par exemple, au niveau des générations, parce que, je sais pas, moi je regarde des vidéos de John Rachid depuis que je suis ado, et puis Ouais, merci. ça, Ah, c'est toi? C'est toi en Suisse? mais en écho, non, mais dans le sens, moi, ça me touche, j'ai pas du tout grandi ce milieu-là, ça m'a pas mal touché, comme vous avez dit, que c'est juste le côté humain, Ouais. et puis c'est pas parce qu'on n'a pas grandi dans un foyer ou quoi que ce soit qu'on se reconnaît pas forcément là-dedans. Les émotions sont universelles. Ouais, c'est ça, et puis je trouvais intéressant, quel public vous avez le plus touché, ou si vous avez eu des surprises, je sais pas, il y a quelqu'un d'un coup de 85 ans qui a dit waouh, puis là, je sais pas. 85, si jamais. Ouais, 85, c'est bon, je sais, maintenant. C'est bon, je vais dire ça maintenant, moi, en France. Je vais passer pour un Belge ou un Suisse. Non, ouais, moi j'ai déjà eu, j'ai déjà eu pas mal de choses touchantes comme ça, où une fois il y avait un gamin qui prend une photo avec moi il y a 5-6 ans sur le quai de la gare. Son père ne sait pas qui je suis. Son père a 70 ans. Non, mais... 70 ans. 70 ans. Il prend une photo avec moi, donc le papa ne sait pas qui je suis, et le papa rentre chez lui et regarde ce que regarde son fils quand même. Et il tombe sur ma vidéo de Cyrano de Bergerac, il tombe sur quelques gemmes à l'aura, puis il tombe sur mes courts-métrages, et il m'envoie un mail le soir. Enfin, 2 jours après, ouais, peut-être. Ouais, 2 jours après, il m'envoie un mail, et énorme mail que j'avais publié à l'époque, où il me dit mais merci, je suis tellement fier que mon fils regarde ton travail, c'est vraiment superbe, tu inculques des bonnes choses, il voit un autre milieu, parce que c'était une famille assez aisée, et vraiment je suis très content. Il y avait un mail hyper touchant, et depuis cette personne est devenue un ami à moi, le papa. Donc le papa, des fois on va bouffer chez lui. Son fils maintenant je l'ai connu, il avait 14 ans quand il avait pris la photo. Son fils il a 18 ans, enfin même 20 ans je crois. Et du coup c'est des rencontres comme ça où tu te dis bon bah mon travail en fait il est cool quoi. Même si des fois je suis complètement gogol, hein. Je fais des vidéos où c'est juste de l'humour et c'est juste pour rire, hein. Mais des fois c'est un peu plus touchant et un peu plus recherché. Et moi quand je vois des gens comme ça, et puis même des fois dans la rue je vois des personnes de 50, 60 ans qui font c'est mon fils qui m'a fait découvrir, c'est génial, vraiment j'arrête pas de regarder, et donc c'est hyper touchant, ouais. Par contre les mamies pas encore. Au niveau de la BD, c'est vrai qu'on a eu du coup plutôt des jeunes parents en fait, donc ceux qui avaient connu John Rachid à l'époque et qui maintenant sont devenus parents. T'as eu aussi des jeunes mais qui les connaissaient plus par YouTube. Après, le livre il a été distribué aussi gratuitement dans plein de foyers, donc ça veut dire qu'on a eu quelques foyers aussi. Moi je sais que moi à Saint-Etienne il y avait une meuf que je lui avais vendu le livre, elle était j'aime beaucoup John Rachid et tout. Le soir elle m'envoie un message, elle était en foyer, elle m'envoie un vocaux en pleurant, elle me dit ouais moi quand j'étais... Tu m'as pas fait écouter ça? Je t'ai pu montrer. Non? Elle m'a dit ouais quand j'étais jeune, moi aussi j'étais en foyer, on avait abusé de moi et tout, et de voir ça, je suis tellement triste, et en même temps je trouve ça tellement fort et tout. Donc on a eu un peu de tout. En vrai on a eu beaucoup de... C'est vrai que c'est assez vaste. Mais la question que tu me demandais, c'est est-ce qu'on a eu des publics qui nous ont surpris, qu'ils ont aimé la BD? Je pense qu'il y a des gens qui ont été surpris. Par exemple, je pense qu'il y a des gens de foyer, à mon avis, je pense qu'ils ont dû dire ouais, je sais pas si je vais lire ça, et qui ont lu ça et qui ont dit putain, en fait, c'est exactement ça. Je pense qu'il doit y avoir aussi des gens un peu plus dans la BD pure. Moi, je sais qui étaient des libraires, des machins.
qu'au début ils disaient John Rachid, Ouais, Michel les Lafon, youtubeurs. ça va être lourd. Et ils ont lu la BD, ils ont dit putain mais c'est vénère en fait. Donc je pense que c'est une BD où il faut se laisser surprendre. C'est une histoire qui est universelle et c'est au-delà de John Rachid et de Michel Lafon et de tout ça. C'est un livre sur les foyers, donc je pense que il faut se laisser surprendre. Et si nous on a été surpris, ça dépend. Bah si, plein de fois. Comme mais, si quand même. Dans tous les cas, quand tu partages des émotions, t'as des émotions hein, qui est en retour. Vraiment, c'est un miroir. Hein. Tout ce qu'on fait artistiquement, et même dans la vie, hein, on peut le tester tous les jours sans être artiste. Ce que tu donnes, bah tu le reçois. Donc c'est très simple. Tu donnes de l'amour, t'as de l'amour. Tu donnes de la haine, t'as de la haine. Voilà. Je suis très philosophe aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Ouais, je crois que tu peux bientôt drop le mic. Comme ça. Ouais, grave. Une autre question? Ouais. Oui. Donc vous avez annoncé que vous allez faire un film Ouais. sur la BD. Ça va être un film d'animation ou Non, un film Non, avec vrai. des vrais acteurs qu'on va Vrais acteurs. caster cet hiver et qu'on tournerait en juin et avec moi qui joue un éducateur, celui qui est dans ma BD, Gamal, et Jérémy Lopez de la Comédie Française, c'est un comédien génial que j'adore qui est lyonnais. Et puis on est encore en recherche de la mère, qui pourrait peut-être Leila Bekti pour moi, pour faire ma mère. Et donc voilà, on est chez Gaumont, donc on est dans une boîte incroyable. Et ils nous aident, on finit d'écrire et puis on passe à l'action là très bientôt. Et quand on va voir le petit John arriver, ça se trouve on va faire un truc de ouf quoi. Ouais, Genre parce qu'aussi ils vont reproduire peut-être la maison. la Donc, conciergerie. de ouais. voir ça, je pense ça va Bah, être, moi surtout, moi, ça va être touchant, ma quoi. sœur et tout, ça va être dur. Mais ouais, mais je suis très fier. On clôture le truc de la meilleure des manières. Voilà. Et du coup, John qui fera John Petit dans le film, On l'a pas trouvé. Hein. On va trouver. Non, c'est casting en novembre, décembre, donc on va faire une grosse recherche. J'ai pas besoin qu'il me ressemble physiquement, c'est juste il faut un excellent comédien parce que le film il tient à 90% sur lui. Il est de tous les plans, donc s'il est mauvais, ça va être très dur à faire avaler aux gens. Donc il faudra prendre un bon comédien, peu importe le physique. On n'est pas sur la recherche de la ressemblance. Bah, la plupart des biopics qu'on regarde, à part quand c'est Elvis où on est obligé de ressembler à Elvis, on connaît bien la tête. La plupart, ils ressemblent pas trop à la version normale, quoi. D'ailleurs, le film Elvis est une tuerie. J'ai adoré. J'ai kiffé moi aussi. J'ai adoré. Non. Mais Gabin, en fait, il est pas là pour écouter le discours. En fait, Gabin, c'est sa maman qui l'a mis ici pour qu'on le garde. Je rigole, Gabin. Je sais que tu kiffes. non, j'avais d'autres questions. Ouais. J'avais mis une question pendant tout le truc. Non, mais c'est juste. Non, mais. Enfin. Attendez, Mes questions. On a le temps. Hein. Oui, par rapport au film, enfin, tout ce qui se passe. Parce que j'ai pas encore lu les BD. Ah. Je les découvre en même temps. Ah, là, si on t'a pas donné envie avec tout ça. Ouais, non, là, ça m'a donné hyper envie. Ah ouais. Mais ouais, du coup, je vais aller regarder ça après. Mais ça couvre, en fait, de quel moment à quel moment, en fait, ces tomes. Alors tous les tomes, c'est de mes 7 à mes 21 ans à peu près. Ok, et puis, en fait, le dernier tome, c'est quand. La sortie du foyer. Et le C'est début pareil de, que tout, en fait, c'est la le moitié, début si tu de, c'est la sortie du foyer, mes premiers métiers, et le début de YouTube en fait. Ok, d'accord. Mais il y a Tout à fait. il y a quelques variations, c'est pas exactement la même chose. Ouais. Donc au niveau du scénar, mais sinon c'est le tome 1 et 2 quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après 3 et 4 c'est exclu total. Là c'est vraiment tome 3 c'est foyer de formation, tome 4 c'est après foyer. Et tome 1 c'est le foyer d'enfance, le secours populaire et tout. Tome 2 c'est les fugues et les placements et tout ça et je l'ai dit après le reste, oui, tome 3 et foyer de formation et voilà. Et pourquoi le tome 3 comme ça, c'est autant. Enfin, on avait parlé un peu, mais c'est autant. C'est juste que moi j'en ai parlé, ça se trouve c'est pas le... L'artiste, enfin, Non mais parce que lui, Moi, c'est en en tant fait, qu'artiste. Ça, moi je j'ai- sais pourquoi il l'adore parce que comme Lenny a grandi dans un pavillon à côté d'une banlieue, dans une famille Pavillon très machin, bourgeoise. dans un pavillon très bourgeois, il aime bien quand c'est Kaira. Il aime bien un petit peu quand c'est Kaira et tout. Dur, comme ça. Non, c'est juste que... Donc, Moi, c'est mon personnage. donc il se fait kiffer en s'imaginant être une Kaira à travers mon personnage. Mais ouais. Ouais, de ouf. De ouf. Non, mais c'est juste, ouais, c'est mon tome préféré, moi, en tant qu'artiste. Mais je sais que la plupart des gens, le tome préféré, c'est le tome... enfin, la partie 1, tome 1 et 2. Moi c'est le dernier. Et le quatre. celle qui a été moins vue, c'était la 4. Et pourtant, moi, le 4, je le trouve... Ah, c'est mon préféré moi. Moi, je le trouve très très lourd aussi, tu vois. C'est juste que, vu que ça se passe pas en foyer,
Et moi, je sais que beaucoup d'éducateurs étaient contents que qu'on ait fait ce tome 4 qui passe de l'après-foyer, parce qu'ils disent que c'est un gros problème de quand on voit des jeunes qui étaient en foyer, qu'on les lâche comme ça dans la Ouais, la réussite, rue. comme j'ai dit tout à l'heure, c'est SDF normalement. Et ça, ils étaient très contents des éducateurs ont dit qu'ils étaient très contents qu'on en parle. Donc, Ok, on finit sur content qu'on en parle, parce que j'étais content d'en parler avec vous les gars. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir participé. Merci d'être venu. Et puis évidemment, ils sont en dédicace, donc si vous voulez découvrir... N'hésitez pas, on vous a donné envie d'acheter la BD. ouais. J'aille aux toilettes très vite. Et on vend plein de BD. Merci à tous. Merci.